En vrai, j'ai pas trop l'habitude de parler de moi, c'est trop bizarre. Salut tout le monde, c'est le deuxième épisode de mon Foodcast où je vais encore répondre à toutes vos questions. C'est quoi le truc le plus bizarre que tu aies mangé? C'est une question que vous m'avez posée. Bon bah là, je vais pas y aller par quatre chemins. Hein. C'est du zizi de bœuf. Alors pourquoi je dis zizi de bœuf? Parce que justement la personne qui me l'a apporté, elle l'a présenté comme ça. En fait c'est du pénis de bœuf. Mais ce restaurateur, je sais pas, me l'a présenté en disant c'est du zizi de bœuf. Donc voilà, en gros j'étais dans un resto chinois, une fondue chinoise. Et moi je suis hyper curieux de nature. J'adore découvrir de nouvelles saveurs, de nouveaux goûts. En tout cas de manger des choses que j'ai jamais mangées. Je suis vraiment hyper curieux. Là donc il y avait notamment de la cervelle de mouton, donc je suis allé en chercher. Donc vraiment ça se présente dans un petit ramequin et on voit vraiment la cervelle. Enfin voilà, vraiment faut avoir le cœur bien accroché pour manger ça. Et donc tu prends la cervelle, tu la mets dans le bouillon et tu la vois bouillir et après tu la manges. Donc voilà, donc le restaurateur il a vu que j'étais un peu interloqué et tout, que j'aimais bien le délire. Et là il est allé, il m'a dit je vais vous chercher. Oh putain, je viens de renverser mon café sur mon thé sur moi. Merde. Je reviens. Alerte inondation. Je viens de niquer un livre. Oh là là, l'enfer. Voilà, on peut reprendre le cours de ces questions. Hop, c'est bon? Ah non, c'est sale tout ça. Hein. Et là, le restaurateur me dit « Monsieur, bougez pas, je vais vous chercher un truc dans l'arrière-boutique. » Donc en fait, c'était même pas genre sur le buffet. Et il est allé chercher dans l'arrière-cuisine. Et là, il vient vers moi avec un plateau. Il y avait 5 longs trucs comme ça dessus. Et il me dit « Le zizi de bœuf. » Merci monsieur. Et donc là, j'ai testé le zizi de bœuf en 2 cuissons. Cuisson au bouillon. C'est dégueulasse. C'est bon. C'est très bon, hein. Infect. Immangeable. Hyper dur. Enfin, vraiment, t'as l'impression de manger du cartilage. C'est imbouffable. Le zizi de bœuf au bouillon, je vous le déconseille. En revanche, le zizi de bœuf à la plancha n'a pas du tout la même texture. C'est incroyable. C'est-à-dire que le même morceau de zizi est complètement différent que vous le fassiez au bouillon ou à la plancha. La plancha, ça devient un peu comme, je sais pas, comme du poulpe. Voilà, ça a un peu la même texture, très moelleuse, très onctueuse. Donc voilà, donc je peux dire que j'ai mangé du zizi et j'ai aimé ça. Du zizi de bœuf, bien sûr. Ah, question qu'on me pose hyper souvent. Est-ce que c'est pas lassant d'aller tous les jours au resto? Est-ce que tu te lasses pas de manger au resto? Eh ben en fait, non. Ce que je réponds toujours, c'est non seulement je me lasse pas d'aller au resto, mais en fait, je suis devenu presque accro. Ça veut dire que quand j'ai pas de resto de Calais, bah, je suis en manque. Et je sais pas quoi faire. Parfois, je suis chez moi, là, je suis tout perdu, hagard. Qu'est-ce que je vais manger ce midi? Je sais pas. Je suis devenu, c'est presque comme une drogue en fait pour moi d'aller au restaurant tous les jours. J'adore ça. En fait, c'est pas uniquement d'aller manger au resto que je kiffe. Évidemment, c'est tout ce qu'il y a derrière. D'abord, c'est la création de contenu autour d'un restaurant, c'est de savoir comment je peux en parler, comment je peux faire partager ça à ma communauté. Et puis surtout, c'est toutes les rencontres que je fais avec les restaurateurs, avec les équipes dans les restaurants. En fait, il faut savoir que derrière chaque restaurant, il y a des parcours de vie qui sont totalement différents. Il y a des histoires qui sont hyper différentes, des personnalités différentes. Donc en fait, je m'ennuie jamais et c'est cette diversité de rencontres que je trouve géniale dans ce que je fais. Alors, autre question, quelle est la plus grosse galère que tu aies rencontrée? J'en ai rencontré pas énormément, mais ça m'est arrivé 2 fois. Une fois, simplement, je suis allé dans un resto et j'ai tout filmé en décalé. Ça veut dire, en gros, à chaque fois que j'appuyais sur enregistrer, en fait, j'appuyais sur arrêter d'enregistrer et vice versa, quand j'arrêtais d'enregistrer, je démarrais une vidéo. Et du coup, je me retrouve qu'avec des plans de ma poche, de la table, que des écrans noirs en grande majorité et quelques millisecondes de plat, mais voilà, vraiment on voit le plat et ça fait comme ça. Extrêmement compliqué ensuite d'aller expliquer au restaurant désolé, j'ai aucun rush, je peux pas faire la vidéo, voilà, donc ça, grosse galère. Et puis sinon, la plus grosse galère que j'ai vécue depuis ces 4 ans, en fait, j'ai été invité par la Norvège, par l'ambassade de Norvège. J'ai été invité au-dessus du cercle polaire, à aller découvrir en gros l'élevage de leur poisson local qui s'appelle le skrei. Donc
L'idée c'était de partir avec des pêcheurs dans la mer. Donc voilà, on est au-dessus du cercle polaire, donc il fait entre -10 et -15 degrés. Il fait donc extrêmement froid. On était au mois de février, la nuit se couche à 15h30. Enfin voilà, on est dans un environnement qui est assez hostile et moi je suis hyper frileux, donc j'avais préparé une valise. Je vous jure, j'ai acheté... Attends, il va falloir que... Ah, je vais vous le montrer. J'ai acheté un bonnet chauffant USB. Bougez pas. Voilà la bête que j'ai acheté quand même pour ce voyage. Donc c'est un bonnet avec une batterie pour me chauffer mes petites oreilles pendant ce voyage extrêmement froid. J'ai aussi acheté des chaussettes chauffantes. J'ai acheté, vous savez, les chaufferettes, là, les trucs qu'on met dans ses poches l'hiver. J'en ai acheté 50. 10 pour les pieds, 10 pour les mains, enfin, truc de fou. Donc j'achète, voilà, donc ma valise énorme, remplie de pulls, d'écharpes, de trucs chauffants, enfin voilà, vraiment, je m'étais blindé. Je me suis dit, tu vas dans un pays où il fait -15, vraiment, faut prévoir large. Donc voilà, je pars avec la valise. Faut savoir que donc on allait aux îles Lofoten, qui sont des toutes petites îles en haut de la Norvège. Vraiment tout à fait au nord de la Norvège, et il y a 3 avions pour y aller. Un premier avion je crois vers Oslo, ensuite il y a Oslo tout en haut de la Norvège, et ensuite c'est des petites îles, donc il y a un tout petit avion qui vous amène sur ces petites îles là. Donc 3 avions, 3 fois plus de chances évidemment de perdre la valise. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont perdu la valise à Oslo, entre Paris et Oslo. Donc en fait elle est pas partie avec nous, elle est restée à Roissy. Puis voilà, donc on arrive sur place. Là la fille de la Norvège nous dit bon bah un petit souci, on n'a pas vos valises, elles vont arriver demain. Donc bon, bah, je dis c'est pas grave, on dort à l'hôtel, on les aura demain matin avant de démarrer la journée quoi. Et évidemment le lendemain matin, elle vient nous voir, elle dit bon, on a eu la compagnie, on va avoir vos valises d'ici 2 jours, sachant que le voyage durait 4 jours. Hein. Donc voilà, on aura vos valises à la moitié du voyage. Et donc là, j'avais mon sac à dos, j'avais mes affaires du jour uniquement. Et il fallait que je me débrouille avec ça pendant 4 jours de voyage à -15 degrés, je sais pas si vous imaginez. Donc bah, c'était un voyage un peu crade, on va pas se mentir. Hein. On a mis les mêmes vêtements pendant quelques jours. Alors heureusement on est allé faire les courses à un moment pour au moins se racheter des sous-vêtements et voilà un petit peu de... Bah, parce qu'en fait j'avais rien, j'avais pas de brosse à dents, j'avais pas de savon, j'avais rien du tout quoi. Et au bout de 2 jours la valise n'arrivait toujours pas. Et figurez-vous que la valise est arrivée le jour de notre départ. Donc ce qui est cool, c'est qu'on a pu récupérer les valises, ne pas les ouvrir, directement les remettre dans l'avion et on est reparti à Paris. Voilà pour cette grosse galère, j'avoue. Mais en fait, en vrai, ça reste un de mes meilleurs souvenirs de voyage. Je sais pas pourquoi, mais cette galère, elle s'est transformée en truc super drôle. Elle nous a tous unis pendant le voyage. En fait, quand on est dans la même galère avec des gens, bah ça resserre les liens. Et au final, moi, j'en ai plus rigolé qu'autre chose. Alors, je vous cache pas que le premier jour, j'étais pas du tout en mode rigolade. C'est vraiment pas du tout. Mais voilà, au final, ça reste un super bon souvenir. Et j'ai tellement aimé ce voyage-là que la valise, tant pis. Est-ce que tu as des ennemis dans le milieu de l'influence food? Je suis quelqu'un de un peu bisounours parfois, un peu trop naïf. J'ai tendance à penser que tout le monde s'aime bien et qu'on est tous... voilà, qu'on est tous que amour. Alors, c'est pas le cas. Il y a des gens nocifs dans ce milieu. Enfin, en tout cas, il y a une personne avec qui c'est pas du tout passé. Alors, évidemment, je vous donnerai pas son nom, pas son compte, parce que j'ai pas envie de créer encore plus de problèmes. Le gars m'a quand même envoyé des lettres de mise en demeure, m'a menacé de m'attaquer en justice. C'est un psychopathe. Hein. Il est connu par beaucoup d'autres créateurs. Il crée des problèmes à beaucoup de gens. Et en gros, le gars, je vous explique un peu le délire. Pourquoi ça s'est mal passé entre nous? C'est en gros, une fois j'ai fait une vidéo avec un chef qui s'appelle Julien Serry, un chef spécialiste notamment de la pizza. Et l'idée c'était de faire une vidéo où le chef me disait comment reconnaître une bonne pizzeria. Et le gars, il avait fait quelques mois avant une vidéo qui était en gros comment reconnaître une bonne broche de kebab. Sachant que ce concept-là, comment reconnaître un bon machin, c'est un truc qui est fait depuis des lustres. Enfin, j'ai retrouvé des reportages genre des années 80 où on disait tiens, comment reconnaître un bon restaurant fait maison. Et le gars m'a envoyé mais des pavés. D'abord, il a commenté ma vidéo en mode ah tiens, tu fais du plagiat de ma vidéo. Enfin, le gars vraiment psychopathe quoi.
Et après, il m'a envoyé des pavés, des vocaux et tout. Voilà. Et il a fini par m'envoyer des lettres de mise en demeure pour me demander de retirer les vidéos, me menacer de m'attaquer en justice. Enfin, vraiment, voilà. Et il l'a fait avec beaucoup d'autres créateurs. C'est la seule et unique personne problématique que j'ai rencontrée dans ce milieu-là. Sinon, non. J'ai que des bonnes rencontres et voilà. Est-ce que tu as déjà fait une vidéo sur un resto qui n'était pas ouf? Alors ça aussi on me pose souvent la question, comment tu fais si tu vas dans un resto et que c'est mauvais, que t'aimes pas, est-ce que tu publies quand même ou pas? Évidemment, quand ça se passe pas bien dans un resto, ça m'arrive très rarement parce que je fais un gros travail d'enquête en amont pour justement éviter de me déplacer pour rien. Mais ça peut arriver, ça m'est arrivé 2-3 fois l'année dernière. Je me rappelle d'une fois, il y a un resto qui m'invite, il me dit ouais nous on est un resto gastronomique, voilà et tout, il me vend bien le truc, le compte Instagram est propre, enfin vraiment voilà bien. J'arrive sur place et là tout de suite je vois la devanture, elle ressemble à un restaurant d'autoroute. Je me dis ah c'est un resto gastronomique, ça me paraît bizarre. J'entre et là je vois 5 écrans de télé qui diffusent un match de foot. Oula, un gastro qui ressemble un peu à un PMU, bon pourquoi pas, hein, ça peut être un style, mais je le sentais pas très bien quand même. Et effectivement, repas vraiment pas bon, à la fin ils me servent une poire pochée, elle était pétillante les gars, je demande au gars, je lui demande mais c'est normal que la poire pochée soit pétillante, est-ce qu'elle est pochée dans de l'eau gazeuse ou je sais pas, il dit non pas du tout, c'est une poire pochée normale, elle est pas pétillante, elle pique énormément. Et donc voilà, à la fin, dans ces cas-là, ça m'arrive très rarement, mais là, pour le coup, j'ai dit, en fait, c'est très délicat parce qu'il faut pas vexer la personne. Moi, j'ai pas envie d'être non plus méchant, tu vois, je suis pas, comme je vous le disais, vraiment, j'ai un bon fond, donc voilà, j'enrobe un peu, je dis, bon, l'expérience n'a pas été concluante pour moi, du coup, je préfère payer l'addition et on se quitte bons amis, et voilà. Donc, ça m'arrive assez rarement, mais quand ça m'arrive, évidemment, je diffuse pas les vidéos, je fais pas de vidéos sur des mauvais restaurants. Alors, question, c'est quoi cette passion pour les toilettes de restaurant? Alors, effectivement, j'ai une passion pour les toilettes en règle générale. Pas forcément les toilettes de restaurant, mais j'adore aller dans les toilettes des gens même, quand je suis invité chez eux et tout. Je sais pas, je trouve que ça raconte beaucoup les toilettes, et dans les restaurants, ça en dit énormément sur le restaurant. Déjà, le premier truc qui est le plus important pour moi, c'est la propreté des toilettes. Je trouve que ça reflète tellement le resto dans sa globalité. Pour moi, un resto doit absolument avoir des toilettes impeccables. Et après, j'avoue, j'adore les toilettes hyper originales, hyper insolites. J'ai même créé un compte Instagram de toilettes que je vous donnerai pas le nom parce que je l'ai un peu abandonné, mais ouais, j'aime bien les toilettes hyper bien décorées. D'ailleurs, je pense que très bientôt, je pense que très bientôt, on va faire une vidéo sur cette chaîne à la rencontre, à la découverte des toilettes les plus incroyables des restaurants. Allez, c'est vendu. Quels seraient tes conseils pour quelqu'un qui a envie de se lancer dans le milieu? Déjà, le premier conseil, celui que je donne à tous les gens qui me posent cette question, c'est soyez vous-même et soyez fidèle à votre personnalité. N'essayez pas de copier ou de vous inspirer d'autres comptes. Vraiment, restez vous-même. Moi, par exemple, je suis super maladroit. Vous avez pu vous en rendre compte tout à l'heure quand j'ai renversé mon thé. Je suis quelqu'un, par exemple, qui a beaucoup de mal à manger proprement. Ça aussi, je le montre dans mes vidéos. Voilà, je peux pas faire autrement. Et vraiment, voilà, en fait, vos défauts, faut que ça devienne des qualités et faut que ça vous identifie et que faut pas essayer de les gommer. En fait, faut pas essayer d'être parfait. Faut essayer d'être vous-même. Et en fait, il y a que ça qui marche sur le long terme. Si vous essayez d'être quelqu'un d'autre, vous y arriverez pas. Ça tiendra pas en fait. Autre chose, évidemment, si vous voulez vous lancer sur la thématique de la food, faut aimer ça en fait. Je vous dis ça parce que j'ai constaté que depuis quelques temps, depuis 2-3 ans, il y a des comptes qui se créent sur les réseaux sociaux autour de la gastronomie qui se créent pas pour des bonnes raisons. Ça veut dire en fait derrière il y a des gens qui sont là soit pour aller manger au resto gratuitement, soit pour gagner de l'argent. Et en fait je pense que ça c'est deux raisons qui sont pas les bonnes pour faire ça. Il faut être passionné de gastronomie ou en tout cas il faut être passionné de rencontres, faut aimer raconter des histoires, faut aimer faire enfin c'est un truc tout con mais faut aimer faire du montage, faut être un petit peu passionné de nouvelles technologies, de réseaux sociaux, faut avoir envie de comprendre comment ça fonctionne, faut être curieux en fait. Si vous faites ça pour l'argent ou pour aller bouffer au resto gratos, vraiment ne vous lancez pas, c'est pas la peine.
c'est pas les bonnes raisons et vous aurez trop du mal à faire ça sur le long terme, quoi. Parlons argent. Je sais que ça vous intéresse beaucoup. D'ailleurs, j'ai reçu plein de questions à ce propos-là. Est-ce que cette activité est rentable et te permet de gagner ta vie? Alors oui, mais c'est assez récent et ça a mis longtemps à venir. Je me suis lancé il y a maintenant 5 ans et on va dire pendant 3 ans, j'ai pas du tout gagné d'argent. En fait, c'est à partir du moment où j'ai dépassé, on va dire, 150 000 abonnés, où j'ai pu commencer à monétiser quelques posts. Mais évidemment, ça me permettait pas du tout de gagner ma vie à ce moment-là. Et là, on va dire, ça fait maintenant 1 an et demi que je peux vivre vraiment correctement de ma passion. Et c'est un truc de ouf parce que vraiment tous les jours, je me dis waouh, mais Alexis, tu gagnes ta vie en faisant un truc que tu kiffes énormément. Je sais que c'est pas donné à tout le monde, je sais que c'est une énorme chance. Et ça, je suis tellement reconnaissant de pouvoir vivre correctement et d'un truc que je faisais pas payé avant en fait, hein. J'ai pas changé ce que je faisais, mais simplement maintenant je peux en vivre et ça c'est juste un bonheur absolu. Donc oui, on peut oui, je gagne ma vie aujourd'hui de mon activité. Et justement, comment je gagne ma vie? On m'a d'ailleurs posé la question, est-ce que tu es payé par les restaurants? Alors en fait, oui, ça arrive que je sois payé par des restaurants. Je vous explique un peu comment je gagne ma vie, comment est répartie ma rémunération. Donc déjà, il y a 80% de ma rémunération, de ce que je gagne, c'est grâce à des collabs avec des grosses marques. Ça peut être, c'est des grosses marques de l'industrie agroalimentaire. Bien que je fasse toujours extrêmement attention à choisir les marques avec lesquelles je travaille, je veux vraiment, ça c'est un truc qui est hyper important pour moi, c'est je refuse énormément de sollicitations parce que je veux que les marques avec lesquelles je travaille, elles soient en adéquation avec les valeurs que j'ai envie de partager sur la qualité. Surtout, c'est vraiment le truc le plus important, la qualité des produits. Je vous donne un exemple, mais je suis très souvent sollicité par des fast-food, les 3 gros fast-food français, et je refuse systématiquement les collabs avec eux parce que justement, c'est pas ce que j'ai envie de partager sur mon compte. Une petite partie de ma rémunération, elle vient aussi des collabs que je fais avec des restaurants. Donc dans ces cas-là, ce sont des restaurants qui m'écrivent et qui me disent voilà, on aimerait passer sur ton compte pour communiquer sur telle chose avec un tournage un peu précis, etc. Et donc dans ces cas-là, effectivement, je demande une petite rémunération parce que tout simplement, en fait, il y a un travail derrière de montage, d'écriture, d'être en accord avec ce que eux ils veulent mettre en avant. Là encore, je fais très attention sur les sollicitations que j'accepte. Je refuse 80% des restaurants qui me proposent des collabs parce que je veux vraiment que ça soit que des très très bons restaurants. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde parce que je sais que parfois je refuse des restos que je vois ensuite sur d'autres comptes de food. Donc je pense que je suis peut-être un peu plus exigeant que les autres, mais voilà, c'est vraiment quelque chose que je veux pas lâcher. C'est le plus important pour moi en fait, c'est vraiment la confiance de mes abonnés, c'est de pas vous décevoir et donc pour ça j'ai besoin d'être hyper exigeant sur les collabs que je fais. D'ailleurs, quand vous allez sur mes différents réseaux sociaux, c'est toujours indiqué, là je suis totalement transparent, il y a toujours marqué collaboration rémunérée quand c'est le cas, il y a toujours marqué que je suis invité quand c'est le cas. Voilà, moi je triche pas et je suis honnête parce que pour moi être honnête avec ma communauté c'est vraiment le truc le plus important pour continuer à garder votre fidélité tout simplement. Alexis, est-ce que tu as une carte avec tous tes restos ou est-ce que tu veux pas faire un guide ou un livre? Voilà, on m'a posé cette question. Oui, ça me trotte dans la tête et même pour être tout à fait honnête avec vous, il se peut qu'il y ait une petite surprise en 2024. Je peux pas vous en dire plus, mais voilà, on est dessus, on travaille et j'ai trop hâte de pouvoir vous en parler plus longuement, mais oui, ça arrive. Bon c'est la fin de ce deuxième Foodcast les amis, vous pouvez dès maintenant mettre vos commentaires si vous avez des questions d'ailleurs pour le prochain Foodcast, n'hésitez pas, je répondrai à toutes vos questions, donc allez-y, lâchez-vous dès maintenant, abonnez-vous si c'est pas encore fait et puis on se retrouve très vite pour mon 3e Foodcast.